Et toi, mon gars? Ouais, très bien, très bien. Ça va, tu joues, enfin toi tu joues au pivot ou pas? Ouais, je suis pivot. Et ton temps de jeu il a diminué ou pas récemment? Bah, pas, non, 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 pas à ma connaissance. Non, ça n'a pas baissé. Ah ouais? Pourquoi cette Non, parce question? que je te pose cette question parce que je sais pas, apparemment je lis beaucoup dans les réseaux, dans les sites que le poste de pivot disparaît. Est-ce qu'il faut le supprimer carrément? Est-ce qu'il faudrait jouer sans pivot? Du coup, jouer sans toi en fait. Tu vois, c'est comme si ton club se passait de toi. Et est-ce que c'est quoi tes premières impressions sur ce sujet? Est-ce que autour de toi, tu ressens que le poste de pivot est de moins en moins désiré? Bah, autour de moi, non, pas du tout. Au contraire, c'est en Europe en général. De toute façon, le poste de pivot, il est indispensable pour moi. Et plus les années passent et plus j'ai l'impression qu'on est de plus en plus indispensable. Même si en NBA, c'est la tendance inverse. Mais pour moi, de ce que j'ai vécu ou de ce que je vois encore, le poste de pivot a encore des beaux jours devant lui, hein. Ok. Mais sinon, NBA, tu es plutôt d'accord il y a une diminution de l'intérêt qu'on a pour le pivot. Oui, il y a une diminution, mais pour moi, il y a eu une diminution, mais je pense que ça va quand même revenir au goût du jour. Ça va quand même revenir au goût du jour parce que tu as encore besoin, je pense, d'avoir un point de fixation dans la raquette. Et puis, Ouais. il y a qu'à voir maintenant les jeunes pivots qui émergent. Je pense pas que leur temps de jeu diminue, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en vrai, s'il y a cette question qui se pose, c'est à cause des mecs comme Vlad, hein, des mecs qui restent que derrière la ligne à 3 points, hein. Ça y est, ça C'est commence. c'est à cause de toi, il faut le dire. Allez, ça y est, ça commence. On en parle des mecs qui ont été pivots, genre des Hashim Thabit, des Eddie Curry, des mecs comme ça, là. De qui on se fout, là? Non, mais... Bah ouais, ouais, parce que maintenant, tu vois, ligne à 3 points, il faut des mecs qui savent shooter derrière la ligne à 3 points, il faut des mecs mobiles. Et déjà, quand, quand on dit faut-il supprimer le poste de pivot ou est-ce que le poste de pivot disparaît? Ça veut dire que est-ce que on se passe de joueurs qui font plus de 2 m 10 parce qu'en général les pivots font plus de 2 m 10 plus de 2 m plus de 2 m 8 ou est-ce que on essaie de se débarrasser de ce que faisait le pivot avant, c'est-à-dire un point de fixation comme a dit Mapenda, un jeu dos au panier et du coup un jeu un peu plus demi-terrain. Vous voyez la nuance entre ces deux choses-là? Ouais, moi, je vois très bien la nuance. En fait, moi, ce que je comprends dans ta question, c'est, en fait, le rôle du pivot, il a changé, en fait. Donc, Ouais. Vlad, il nous a cité des exemples de joueurs un peu obsolètes dans la NBA actuelle, les Hachim Tabet, Toujours pour le show. Ah, toujours. ouais, Les Calvin c'est des Booth. Kendrick Perkins, etc. Ce genre de pivot-là, qui n'ont pas forcément comment ça s'appelle, de qualité offensive exceptionnelle. Ceux-là, je pense que oui, leur temps de jeu baisse et même ce genre de profil, je pense qu'ils sont amenés à disparaître. Mais maintenant, ce qu'on demande aux pivots, c'est d'avoir une vision de jeu de plus en plus, d'être Mhm. multifonctionnel, c'est-à-dire savoir tirer, savoir même parfois limite monter la balle, tu vois. Mm. Et Ouais. sur ce genre d'aspect-là, je pense que le poste de pivot doit se réinventer. Mais après, sur la base même du jeu, tu peux pas te passer d'un pivot juste parce que déjà quand tu arrives en playoff, le jeu il se ralentit, il y a beaucoup plus d'attaques placées et pour gagner les Ouais. matchs, bah il faut prendre du rebond. Donc à partir de là, pour moi, tu peux pas te passer d'un pivot en fait. Non, c'est sûr, on peut pas se passer d'un pivot. Alors après, oui, pour moi, on aura toujours besoin de pivots. C'est sûr qu'avec l'évolution du jeu, on demande d'autres qualités maintenant à des pivots sur ces années que par exemple sur les fins 90, début 2000. Et on va revenir un peu sur le point central qu'on peut avoir sur nos divers débats. C'est juste lié en fait à l'évolution du jeu, où on se rend compte que notamment d'un point de vue, comment dire, numérique. Par exemple, un tir à 3 points, bon, c'est la logique, va valoir plus qu'un 2 points. Sachant qu'en ayant un certain ratio de tir à 3 points, on va être amené à scorer beaucoup plus qu'avec une certaine adresse à 2 points.
Donc pour le coup, c'est voilà, alors c'est C'est un peu mathématique. voilà, c'est un peu toute la comment dire, c'est un peu toute la philosophie qui a été amenée courant des années 2000 avec justement tous les analytics, etc. Où Mhm. c'est voilà, maintenant c'est vraiment c'est limite de la rentabilité en fait qu'on doit avoir sur le terrain. Où voilà, Mhm. il faut qu'on espace de plus en plus le jeu, faut qu'on ait le plus ou plus d'ouverture et qu'on ait le plus en plus de shoot libre et de préférence bien sûr à longue distance pour que ce soit primé encore plus. Alors que je pense qu'on a du coup on délaisse certains aspects du jeu qui sont pour moi fondamentaux et notamment au poste de pivot. Pour moi, un Mhm. poste de pivot, c'est pas alors comme on l'entend vraiment fondamentalement. Tu peux avoir en effet des évolutions comme, je vais te prendre un exemple comme Nikola Jokic, hein, qui est l'exemple parfait en ce moment, qui Mhm. pour moi ressemble bien plus à un ailier fort qu'à un vrai pivot en fait. Il a Ah, les mais moves, totalement. il a les moves à l'intérieur, il a tout le package, hein, il a le total package vraiment complet, mais il a clairement le style de jeu d'un ailier fort, mais dans un corps de pivot. Et c'est ça dont j'ai peur, c'est que en fait le poste de pivot se transforme en poste en fait en 4,5 entre guillemets. Ah, mais clairement, de toute façon, Jokic, hein, il ne ressemble pas du tout à des gars comme Bill Russell, euh, Karim Karim Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar, ouais. Exactement, parce qu'avant, les pivots, déjà d'une, avant ce genre de pivot, c'était les mecs, c'était eux qui dominaient la NBA, hein, pour gagner la NBA, il te fallait un pivot, un monstre au poste de pivot. Et c'est ce style de pivot, c'est pas le pivot moderne qu'on voit aujourd'hui. Et aussi pour dire à quel point le pivot était vraiment central dans la NBA de l'époque. Avant les gros les gros équipementiers sportifs comme Adidas, les premiers joueurs qui signaient, c'était les pivots comme Karim Abdul-Jabbar. Hein. C'était Adidas, ils se sont jetés sur Karim Abdul-Jabbar. C'était pas maintenant aujourd'hui, c'est plutôt les meneurs, les joueurs, les postes 3, les postes 3. C'est plus les pivots qui sont très très demandés. Donc il y a déjà cette évolution en termes d'éléments centrales dans la NBA. Le pivot il est plus aussi central. Mhm. Et et après, bah ouais, de toute façon, tu as très, très bien expliqué, Vlad, hein, c'est les statistiques à avancer en favoriser certains types de shoot qui ne sont pas du tout dans la palette du pivot comme on l'entend, du pivot à l'ancienne, Mhm. et qui se rapprochent plus d'une forme où le pivot moderne doit s'approprier ces shoots dits efficaces par les statistiques avancées. Mhm. Non, c'est Ouais, clair. Ouais, c'est bah, sûr. Oui, vas-y, finis. non, non, vas-y, je t'en prie, je peux continuer. Ouais, mais en fait, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, que avant, les pivots, ils prenaient tellement une grande place que quand on observe bien les choix de draft, en Mhm. général, c'était sur les top prospects, c'était toujours que des pivots. Bah, déjà sur la génération Jordan, les Pat Ewing, voilà, Johan. Rien que sur la draft de Jordan, ils ont choisi Sam Bowie qui était pivot Mhm. au lieu de Mhm. Michael Jordan, sachant que Ouais. Michael Jordan était déjà beaucoup plus connu en NCAA. Mais juste ça, ça montre déjà que, comme tu disais, que le pivot, il avait vraiment un rôle central, aussi bien sur le jeu que sur le plan marketing. Bah, Pat Ewing, avec New York, ils ont poussé le marketing, ils ont vraiment marketé sur lui. Et Mhm. puis après, je pense que la bascule, elle s'est faite sur la fin de carrière de chaque, où là, t'as presque pas beaucoup de pivots dominants sur les années 2005 jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à peut-être la draft de Embiid et l'éclosion de Jokic. Mhm. Et en fait, Ouais. l'après chaque, ça a été compliqué parce que tu n'avais pas beaucoup de pivots, tu avais juste de tête, tu avais juste Dwight Howard qui était dominant. Donc c'est sûr que les Ouais. équipes ils se sont plus concentrées sur du small ball parce que en suivant un peu l'exemple de mecs comme Mike D'Antoni justement. Mhm. Mais pour moi, les limites de la disparition ou de la réduction du rôle des pivots, c'est que tous les équipes qui ont été champions, j'ai pas le souvenir d'une équipe qui a été championne en pratiquant le small ball à fond. Donc il y a eu
même les Celtics et les Lakers, quand ils allaient régulièrement en finale à la fin des années 2000, t'avais d'un Mhm. côté, t'avais des Perkins, des Pogazol, des Bynum, etc. Mhm. Donc, après, tu as l'exemple Golden State qu'on cite souvent pour le small ball et pour les tirs à 3 points. Sauf que Golden State, il se base surtout sur un jeu sans ballon, avec deux tireurs d'élite qui font partie des meilleurs de l'histoire, et un Mhm. pivot, enfin un intérieur, qui, euh, qui Il fait le travail change de un peu l'ombre. de rôle, en fait. Ouais, Tu c'est ça. disais? Je disais un pivot qui fait un peu le travail de l'ombre, un peu le travail Oui, ingrat que voilà, les c'est quatre ça. autres ne veulent pas faire. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même, tu prends juste un Draymond Green, c'est un intérieur, mais c'est un intérieur qui prenait des rebonds, qui montait la balle, qui faisait beaucoup de passes. Donc, je pense que les gens qui sont pour la suppression des pivots et qui prennent l'exemple de Golden State, je pense que c'est pas trop ça, parce qu'ils se basent quand même sur un jeu intérieur assez. En fait, ils s'en servent pour d'autres fins, mais ils sont pas comme les Rockets pendant un moment où ils mettaient carrément un poste 3 à la place du pivot, en fait. Bah, Je alors, sais pas si vous voyez la nuance, mais pour ouais, moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné pour aller chercher une bague. non, bah c'est clairement ça. Alors, de toute façon, on revient déjà sur ce sujet à plusieurs reprises, notamment sur tout l'aspect small ball, avec bah, de toute façon, l'exemple le plus flagrant, c'était les Suns de Mike D'Antoni dans les années 2000. Mais là, par Ouais. contre, tu pointes vraiment le doigt sur et je pense que c'est vraiment comment dire, la période où le rôle de pivot a réellement changé, évolué. C'est vraiment sur la fin de carrière de Shaquille O'Neal, donc dans les fin années 2000, Mhm. début année 2010, où là, on est beaucoup plus, bah, notamment avec cette accélération du jeu et aussi un jeu qui est beaucoup plus Mhm. spectaculaire, beaucoup plus athlétique, où on demande bah, de plus en plus aux pivots. Donc du coup, on a moins de jeux demi-terrain, la paye s'est augmentée. Ouais. Hein. Pour rappel, entre les années 90 et 2010, on augmente quasiment de 10 possessions par équipe chaque match. Donc voilà, Mm. il faut cavaler un peu plus, les possessions sont plus courtes et on demande aussi donc maintenant au pivot d'avoir certaines aptitudes physiques pour pouvoir justement tenir ce rythme. Ouais. Et ça se résume parfaitement sur la nouvelle génération qui est actuellement en cours. Parce que à la fin en effet des années 2000, quand ça a vraiment commencé à se démocratiser, bah, Shaquille O'Neal par exemple, il était complètement cuit. Et pareil pour tout. Et c'est là aussi qu'on se rend compte de la bascule, c'est que tous les pivots de ce style, donc fin années 2000, étaient tellement cuits que derrière, c'est carrément les anciens postes 4 qui se sont tous décalés en poste 5. On peut Ouais. prendre l'exemple de Jermaine O'Neal, on peut Chris prendre Bosh. de Chris Tim Bosh, Duncan. Tim Duncan, on peut prendre Chris Ouais. Webber aussi. Garnett. Voilà, exactement. Il y a tellement de noms comme ça connus qui ont connu, on va dire, cette suite maintenant qui est logique. AD aussi. AD plus récemment. Anthony Davis, oui, pour le coup. Alors là, c'est plus, c'est encore différent parce que bon, Parce que il y il avait quand commence même un 4. vrai pivot, Ouais. hein. Ouais. Oui, oui, mais il commence 4, mais en fait, en gros, il se décale au poste 5. En fait, ce que tu disais, c'est que t'as maintenant peut-être des postes 4 qui se décalent au poste Mmh. 5. Bah, tout à Ouais, fait. et Heidi, bah, il y avait Dwight Howard et Jamal Magui quand même. Et au final, sur la C'est finale ça. de le mec, Jamal Magui ne joue pas et Dwight Howard n'a que 12 minutes de temps de jeu. Hein. Il C'est commence sur le terrain, mais il a que 12 minutes de temps de jeu. J'aime parce que en plus tu me fais une bonne transition, c'est notamment sur le cas de Dwight Howard et qui pour moi est clairement arrivé, on va dire un peu au mauvais moment parce que Mm. au début justement de sa carrière sur les 4-5 premières années, bon là il pète du feu de dieu, voilà, il termine je crois double meilleur défenseur de l'année. Bon bref, il fait ses Triple. stats, triple même, ouais voilà, donc il fait tout ce qu'il a à faire. Mais lorsqu'on est arrivé, alors c'est peut-être aussi l'effet notamment des Big Three à l'époque, donc vers les débuts 2010, où voilà, on a vraiment un assemblage de superstars, donc qui va demander à courir plus vite, etc. Et Dwight Howard, à part son aspect hyper défensif, voilà, qu'on ne peut que lui reconnaître, offensivement, c'est très limité. Et Mhm. on le voit seulement que, notamment sur la dernière saison qu'il a faite là avec les Lakers l'année dernière, où il a commencé un petit peu à prendre des shoots aussi à longue distance, mais ce genre de pivot qui n'a pas de réelle aptitude à jouer vraiment dans le Au long périmètre, du panier, ouais. voire loin du panier, bah, c'était Ouais. complètement cuit pour eux.
Totalement. Bah, en plus, il est quand même assez âgé, donc changer complètement son style de jeu après 30 ans, ça devient trop compliqué. C'est là un mec à 23, 24, on peut lui demander, il a le temps et il a cette capacité d'adaptation pour le faire, mais arriver à plus de 30 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'était Dwight Howard, je pense, c'était un parce que il a été confronté à un énorme problème, même avec la franchise. C'était est-ce qu'on garde ce joueur, ce pivot, parce il était bon, mais il ne correspond plus à la NBA moderne. Je parle de Greg Monroe. Du coup, pendant 2 ans, c'était l'un des meilleurs scores de Milwaukee, mais pendant 2 ans, on a essayé de le trade, hein. Toi, Pourquoi tu rigoles? tu peux pas t'empêcher de ramener à Milwaukee. C'est très, non, mais Greg Monroe aussi est un très bon exemple. Greg Oui. Monroe, Greg Monroe, c'est le pivot, c'est le pivot à l'ancienne. Greg Monroe, c'est le mec à l'intérieur, un point qui a toujours qui a plein de moves à l'intérieur, parce que aussi, il a vraiment, genre, en termes de moves, c'est limite un Al Jefferson, Greg Monroe. Mais par contre, c'était un mec qui avait besoin qu'on joue en demi-terrain. Dès que, imagine, t'as un mec comme Giannis Antetokounmpo, ça veut dire que c'est trop compliqué. T'as un mec avec qui il faut jouer en transition et qui correspond à la NBA d'aujourd'hui, et surtout qui correspond à ce que la NBA veut que la NBA doit être, parce que il y a aussi cette pression de la NBA d'avoir un jeu spectaculaire, un jeu que les gens ont envie de regarder, qu'un spectateur lambda qui n'est pas vraiment fan de basket puisse regarder et aimer. Et du coup, bah, t'as la disparition de tout, t'as tous ces joueurs qui ont maintenant un rôle de situationnel sur une dizaine de minutes, ou sinon qui ont été dégagés vers l'Euroleague, hein. Maintenant, Greg Monroe, je crois, il joue au Bayern de Munich en Euroleague. C'est voilà, il y a donc, on va dire que il y a l'ancien pivot est remplacé par un nouveau type de pivot. Ça veut dire un mec qui est capable de enchaîner les courses, de enchaîner les allers-retours, comme un Rudy Gobert. Un Rudy Gobert est capable d'enchaîner les allers-retours, qui est capable de shooter à l'extérieur pour des teams qui ont besoin de spacing, qui est capable aussi de faire des passes. Nicolas Jokic, c'est un très bon exemple. Voilà, donc c'est plutôt la fonction pivot qui change. Après, quand je reviens à ce que j'avais posé comme question au tout début, où je dis, est-ce que c'est aussi les grands qui disparaissent? Non, ça, je pense que c'est faux. Il y a que Houston qui est parti dans un délire de jouer qu'avec des avec des mecs de moins de 2 mètres. On dirait que c'était un pari. Covington poste 5. Ouais, et PJ Tucker, mais c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, toutes les équipes qui dominent la NBA d'aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir les Lakers. Ils ont Anthony Davis, et quand ils gagnent la NBA, ils ont Dwight Howard, Jamal Magee qui apporte aussi ils sont pas inutiles, je veux dire. Et en plus ils ont ramené Margasol. Bon, Margasol a du mal aujourd'hui, mais ouais, il y a toujours cette envie de garder des grands. Milwaukee, qui est aussi une place forte à l'est, joue avec Giannis et Brook Lopez, hein, qui sont deux mecs qui font plus de 2m10. T'as Miami où il y a Adebayo qui est grand. T'as toutes ces équipes fortes qui ont quand même, en fait, t'as aussi les Sixers avec Joel Embiid. Toute équipe a besoin quand même d'avoir un grand, en tout cas. Ça, c'est indéniable. Bah, t'as ça, et là aussi, t'as la grande différence que tu peux avoir avec les pivots début 2000, c'est que quand tu regardes tous les pivots que tu as maintenant, donc tu prends par exemple des Nikola Jokic, des Joel Embiid, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, la Marcus Aldridge, tous les gars comme ça. Maintenant, la grosse différence aussi, c'est que, on va dire, plus des 2/3 des pivots qu'on a actuellement ne sont pas de gros défenseurs non plus, hein. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Et il y a aussi un aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que le rôle des pivots, il a changé surtout offensivement. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des pivots style Shaq, même Dwight, dans les années 2000, qui pouvaient te faire des matchs à 20 points, 30 rebonds. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est très rare. Parce que, en fait, je pense que les mecs, les meneurs et les arrières, ils sont tellement devenus forts, complets, rapides, physiques. Et donc, c'est des dangers permanents. Et puis, c'est toujours plus facile de défendre sur un intérieur, avec des trappes, de la zone, etc., que sur un extérieur. Donc, ça aussi, ça change aussi pas mal de choses. Ça veut dire que maintenant, tu ne verras plus un pivot prendre 30 tirs par match juste sur du poste bas ou sur du pick and roll. Parce Impossible. que c'est beaucoup trop simple à défendre.
Maintenant, pour des mecs qui sont encore une fois de plus en plus athlétiques, même s'ils sont plus petits, ils sont de plus en plus athlétiques, que à l'ancienne où tu donnais la balle à Shaq ou à Ewing en bas. Tu sais que tu peux mettre deux, trois mecs sur lui. Le mec, il va quand même finir sur un Tomar ou quelque chose comme ça. Non, c'est Clairement. clairement ça. C'est clairement ça. Et puis, ouais, de toute façon, bah, alors après, je vais même écarter un peu plus ta question du coup, Rafik, parce que, en fait, quand tu te rends bien compte, c'est pas seulement au poste de pivot. En fait, on demande vraiment maintenant à tous les postes d'être ultra polyvalents. Parce que même quand Ouais. tu prends les meneurs de jeu, allez, la seule référence que j'ai en tant que meneur de jeu réellement gestionnaire, là d'un seul coup qui me vient, c'est encore Chris Paul et c'est encore de l'ancienne Oui. école. À cette heure-ci, Mhm. Oui, maintenant, c'est que des meneurs scoreurs. Ce sont des, alors, pour C'est- moi, ce sont des seconds arrière maintenant. oui, Trae bah Young, oui. Trae Bah, Young, tu prends même l'exemple. je t'en Oui, prie, je hein, disais, déjà. tu prends même l'exemple de, excuse-moi, Rafik, tu prends même l'exemple de James Harden, là, au Nets. Hmm. Il commence meneur, et même quand Kyrie Irving est sur le terrain, moi, j'ai vu quelques matchs où c'est clairement Irving le poste 2 Mhm. et Harden le poste 1. Ah, mais Alors il est très que fort à la main en plus, hein. normalement, ça devrait être l'inverse au point de vue physique. Mais les Ah, mecs, on leur demande tellement de faire plusieurs choses en même temps, comme tu disais, Vlad, que même sur le poste de meneur, au final, c'est le même constat, en fait. Mhm. Non, c'est ça, oui. ouais, Parce c'est sûr que tous les postes ont été affectés par le nouveau style de jeu NBA, c'est Hmm. sûr ça. Mais par contre, le poste de pivot, c'est là où il y a vraiment le plus, en termes de quantité de changement, et c'est là où c'est le poste qui a été le plus touché. Mais ouais, bien sûr, maintenant il y a plus ce côté gestionnaire qu'on retrouve principalement sur le demi-terrain. On demande aux extérieurs d'être très bons à 3 points et de très bien défendre. Bah, le profil free and D, il a explosé. Maintenant, on demande Mhm. limite que ça. Ouais. Oui, c'est chaque poste il y a eu un changement dans chaque poste, ça c'est clair. Mais Un peu après, moins c'est sur vrai que les ailiers, quand quand même le même. poste, ouais, un peu, hein, mais c'est pour ça que je veux dire que le poste pivot, c'est quand même le poste qui a le plus Évolué. souffert entre guillemets du nouveau style NBA parce que t'as des mecs qui ont perdu qui ont disparu complètement des radars de la NBA. Genre vraiment, t'as des pivots, tu te dis mais ils sont passés où? Ils ont disparu vraiment en plus sans laisser de traces, en mode on On nous n'est a pas plus là. prévenus. Ouais vraiment, ils ont disparu. Des fois tu retombes sur un pivot, tu dis, il devient quoi lui? Mais il était pas mal, il mettait 12-13 points de moyenne. J'ai pas de nom qui m'est en tête, mais ça m'a déjà arrivé de voir des pivots et me dire mais il est passé où lui? Il était pas mal il y a 4-5 ans. Mais c'est Bah, juste que le regarde, système NBA, ouais, toi, comme par exemple, qui est supporter des Bucks, regarde par ouais. exemple un mec comme Bogut. Mhm. Bogut, quand il arrive à Milwaukee, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, Mhm. c'est un mec qui quand même qui tous les soirs te mettait sa vingtaine de points par match, on est d'accord? Oh non, quand même moins, quand même moins. Non, C'était un mec à 12-13 Non, il a quand mais, même 13 fait des points au petites max. pointes. mais il était bon, hein. Non, Il oui, était oui, très il était bon, bon, hein, il a quand Bogut. même fait Il quelques était bon. pointes. Ah, mais non, mais Bogut, moi, j'adorais Bogut, hein. Mais c'est pas un mec à 20. Non, non, en vrai, je crois que sa meilleure saison, elle doit être à 12 points de moyenne, hein. Ah ouais? C'était un mec juste. Ouais, ouais, c'est un mec Mhm. en double-double. C'est un mec en double-double. Mais c'est pas. Il était capable, certains soirs, de mettre 20 points. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas. Il a jamais fait de saison à plus de 20 points. Sa meilleure Non, pas saison, sur une saison, je te parle vraiment sur ah non, bon, j'ai été un peu. Il a fait une saison. Il a fait une saison de 69 matchs à 15,9 points de moyenne. Mais sinon, c'est plutôt du 12-3, en 7, 12-8, 11-3. Et bon, après, c'est les moyennes. Après, quand il va à Golden State, c'est moyenne de 10 minutes, ça c'est normal. Où il descend à 6 points. Mais sinon, à Milwaukee, il a une saison à 15-9. Et après, c'est aux alentours de 11-12 et un peu de 13. ouais, 15-9 déjà c'est pas mal Ah oui, c'est pas pour un mal, hein. poste C'est pas 5 à mal. cette période-là. Mais tu vois juste en Mm. fait que c'est un mec qui est capable de mettre 15 points sur une saison. Et tu vois sur l'ère Golden State, quand il gagne surtout sur le premier titre, tu vois le rôle important qu'il a. Et c'est totalement à l'opposé de ce qu'il faisait aux Bucks en fait. Et des exemples Mais comme ça, tu dis qu'il a un rôle t'en as à important, l'appel. mais je suis d'accord. Mais tu sais, il jouait combien de temps en finale NBA, il jouait uniquement 18,4 minutes. Hein. Ouais, ce qui est pas normal. Tu vois, en 2017, c'est Zapachulia, cette fois-ci le pivot. Il ne joue que 13,2 minutes. En 2018, c'est Magui, il ne joue que 13,8 minutes. Et après, bon, après c'est Toronto qui gagne. Bon, là, Gasol joue 28 minutes. Mais t'as aussi en San Antonio en 2014, t'as Splitter qui joue 12,8 minutes.
où il est vite remplacé par Duncan qui décale au poste 5. Miami, quand il gagne 2 fois le titre, c'est Bosch le poste 5. Il y a pas de, c'est Oui, parce que t'as des mecs, il faut laisser la place pour Mike Miller. On préfère que ce soit des mecs comme Mike Miller, James Jones qui jouent, hein, qui apportent du spacing pour aider, notamment LeBron à pouvoir faire plus mal avec ses pénétrations. Et, en fait, quand tu regardes bien, en fait, dans les années 2010, quand tu regardes bien, en fait, la seule équipe où tu as, entre guillemets, un vrai pivot, en tout cas un pivot qui ne fait que rester à l'intérieur, ce sont les Cavs, en fait, de 2016 avec Tristan Thompson. Hein. Exactement. C'est les seuls. Et c'est le pivot le plus petit parmi tous les pivots que tu as eu en finale NBA. C'est ça le pire. Ouais, clairement. Oui, mais après, lui, il compensait quand même avec beaucoup de rebonds, malgré sa petite taille, entre guillemets, pour le poste. Et aussi une mobilité. Tristan Thompson ressemble plus au pivot moderne qu'au pivot ancien par sa mobilité. C'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup d'allers-retours. Et en termes de moves, il a pas les moves des anciens pivots. Hein. Pour moi, le vrai dernier ancien pivot, c'est peut-être Al Jefferson. Après, mon gars, Al Jeff. Là, vraiment, pour moi, c'est le seul vraiment qui est avec des fondamentaux, d'énormes fondamentaux. Vraiment, genre, c'est un mec qui peut faire mal à une équipe tout seul. S'il y a pas en face de bons pivots défensifs, mais il peut détruire une équipe en face tout seul, hein, juste par ses fondamentaux. Justement, je pense que c'est l'exemple parfait, Al Jefferson, pour le coup. En fait, quand tu regardes bien maintenant tous les pivots qui sont, on va dire, dominants, donne-moi, alors je pense qu'il doit y avoir peut-être 2-3 joueurs à cette heure-ci qui ont son footwork. Je suis même pas sûr. Embiid, Jokic, et peut-être Towns, il est pas mal, hein, quand même. Ouais. Je pense qu'on Ayton, mais dans un autre registre encore. Ouais, encore. Ayton, moyen. Ouais. Moyen. Bon, c'est pas du niveau du crème, on est pas sur du niveau Al Jefferson. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr. Même Vucevic, non, c'est trop faible. Non, voilà, hein, c'est tout. En fait, t'as que 2-3 noms, en fait. Exactement. Après, en fait, t'as soit ce profil-là, sur les pivots, en tout cas, qui sont offensifs, ou sinon, t'as vraiment des profils style Markkanen, Brook Lopez, Porzingis, Myers Leonard. Ça veut dire que c'est des mecs qui sont archi grands, donc ils vont dissuader quoi qu'il arrive, parce qu'ils mesurent tous 2m15, des trucs comme ça. Mais c'est des mecs qui, quand tu regardes leur fiche de stats, ils shootent plus à 3 points qu'ils vont faire de skyhook. Ouais. Donc, clairement. Donc, mais ce sont des mecs qui sont réinventés. Hein. Oui, ils sont clairement réinventés. Tu parles d'eux, parce que en fait, juste rapidement, il y a des pivots qui n'ont pas réussi à se réinventer. Je reviens vite sur le Cameroun, il n'a pas réussi à se réinventer. Et par contre, t'as des mecs comme Brook Lopez qui ont réussi, qui se sont dit, bon, ok, la NBA moderne, ça exige ça aujourd'hui de mon poste. Du coup, je vais me mettre à jour sur ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu un shooter à 3 points, je vais pas dire d'une extrême fiabilité, mais quand même qui est capable il a déjà fait des matchs où il a mis 7-8-3 points. Ouais, non, tu le laisses pas tout seul. Quand tu sais qu'il y a Brook Lopez sur le terrain, tu le laisses pas tout seul. Ouais, clairement. Ouais, enfin, cette saison aussi, tu peux le laisser. Oui, non, mais là... en vrai, ça va. Il va mieux. Il va de mieux en mieux. Attention, ça va de mieux en mieux, Brook Lopez. Mais c'est vrai que le début de saison était très compliqué. Ouais. Non, très compliqué. Mais sinon, moi, j'ai envie de revenir sur un acteur. Pour moi, il y a un acteur, on n'en parle pas assez, c'est la NBA en tant que organisation, en tant qu'entreprise. La NBA, c'est simple. L'objectif, c'est pas, l'intérêt de la NBA, il est pas sportif. On va se dire la vérité. C'est le show! On veut être profitable. Donc, c'est normal pour une entreprise. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est on va dire la vérité, ils ont voulu se débarrasser du poste de pivot, du pivot, quand je dis poste de pivot, c'est le pivot à l'ancienne, pas pour les All-Star Games. C'est le pivot, genre, oui, voilà, le All-Star Game. Il y a en 2013 la suppression des votes pour le poste de pivot. Le poste de pivot est maintenant intégré au front de courte. Oui, avant, le pivot était un poste tout seul. Donc, c'est une étape. T'as aussi le fait que t'as plein de règles. Aussi, la ligne à 3 points, ça a été créé il y a fort longtemps. Mais c'est, sur le temps, ça épuisé le stock de pivots à l'ancienne, parce que cette ligne à 3 points, c'est déjà ces 3 points, c'est mieux que 2 points. On a voulu un jeu plus passé, et du coup,
on a moins l'intérêt d'avoir de joueurs dominants à l'intérieur. Et il y a aussi la règle, il y a plein de règles, la règle des 14 secondes après un rebond, c'est aussi pour avoir un jeu de plus en plus rapide, tu vois. Et Même donc les le 3 secondes pivot à offensives. l'ancienne, les 3 secondes offensives, bah, tout ça, ça a contribué à faire disparaître le poste pivot à l'ancienne. Le poste de pivot n'a pas disparu, c'est un nouveau type de pivot, mais le poste de pivot à l'ancienne, il a clairement été tué, exterminé par la NBA. Je sais pas en tout cas moi c'est une des choses qui me vient en tête. Je sais pas vous si vous êtes d'accord avec cette petite analyse sur la NBA. Bah, il y a Ouais, c'est ça. sûr. Ouais. Vas-y, Valentin. Bah oui, c'est sûr, parce que quand ils ont fait ça, eux, le but, c'était surtout marketing. Dans un Oui, c'est ère, dans une ère marketing. où les joueurs dominants sont les meneurs et les ailiers, bah, mettre des pivots qui prennent juste du rebond et qui font pas des dunks spectaculaires, eux, c'était pas rentable pour eux. Donc eux, ils sont pas gênés du coup pour supprimer le poste de pivot. Et maintenant, en fait, le souci qui va se poser, c'est que maintenant, si tu veux être un joueur dominant en NBA au poste de pivot, de pur pivot, poste 5, en fait, il faut que tu aies un profil à la Embiid. Ça veut dire que poste bas, tu es un danger. Ça veut dire que tu as un footwork qui fait que, prise à deux ou pas, toi, tu arrives à te démerder pour placer ton move et mettre des paniers. Et en plus de ça, tu dois savoir t'écarter. Il y a que comme ça, je pense que les pivots peuvent arriver à jouer, à avoir quand même toujours un rôle en NBA, parce que sinon, c'est pas possible. Et moi, en fait, la différence qui me choque, c'est que par rapport au basket FIBA, ce n'est pas du tout la Mhm. même évolution, en fait, parce que en FIBA, le rôle des pivots, il évolue un petit peu, mais pas, Pas quand tu autant. regardes des équipes d'Euroleague, tu vois toujours des grands pivots, un peu style à l'ancienne. J'ai comme par exemple Tavares qui joue au Real Madrid. Ouais. J'ai Qui est un passé par autre la nom, NBA mais et qui n'a pas existé, hein. C'est un comment? mec il a joué à Atlanta, c'est un mec qui était à Atlanta, hein, mais qui n'a pas, à qui on lui a pas laissé sa chance parce qu'il ne correspondait pas aux critères Oui, de ouais, la parce qu'il NBA. avait un profil qui ne correspondait plus. Mais juste moi, ce parallèle entre les deux baskets FIBA et NBA, je le trouve quand même choquant parce que en FIBA, Ouais. le pivot, il évolue, mais tous les grandes équipes qui sont en Euroleague n'ont pas que des pivots qui tirent de loin. Non. Je sais Clairement, pas ce que vous clairement. en Bah, pensez, j'ai dit mais Greg Monroe. Bah, Bayern de Munich, Greg Monroe, hein. C'est pas un mec qui ouais, shoot de voilà, loin, oui. hein. T'as Greg Monroe, à Fenerbahçe, t'as Ekpe Udoh, hein. Ekpe Udoh Ouais, Igdo, ouais. qui a eu une carrière à Golden State et un peu à Milwaukee, qui est un pivot défensif. Il a été vite, bon, sa carrière NBA, elle a duré quoi, 5, 6, 16 ans. Il a été vite mis dehors parce qu'il ne correspondait pas au truc actuel. Et aujourd'hui, il joue en Euroleague, hein, Fenerbahçe. Je sais plus s'il est actuellement au Fenerbahçe, mais il a joué quand même pas mal d'années au Fenerbahçe. Ouais, Ouais. c'est sûr. Ouais. Non, t'as ça. Alors, on a parlé, en effet, Mapenda avait mentionné les 3 secondes offensives, mais surtout, ce qui va amener l'évolution aussi en NBA, c'est l'instauration. Alors, à l'époque, on appelait ça juste la défense illégale. C'était dans les années 90, hein, c'est notamment David Stern qui avait mis ça en place, qui se caractérise maintenant comme les 3 secondes défense. C'est justement pour permettre à la fois donc de fluidifier les attaques, de pouvoir mettre plus en avant aussi les ailiers ainsi que les arrières et meneurs dans leur capacité à pénétrer, de pouvoir scorer plus du coup, parce que faut bien se remettre aussi que dans les années 90, il n'y a pas énormément de gros scoreurs en meneurs. Après, les arrières ont commencé à démocratiser la chose et ensuite ça s'est redécalé un petit peu sur les meneurs aussi. Mais voilà, il y a toute cette philosophie justement à vouloir absolument fluidifier à tout va le jeu, à vouloir créer de plus en plus d'espace. Et c'est notamment maintenant la grosse différence que tu peux avoir, notamment comme tu disais, avec l'Europe, où on a encore, je pense, encore de vrais pivots à proprement dit. Alors que maintenant, voilà, en NBA, bah, limite, maintenant, tu peux faire un passe-va entre un pivot et un ailier, et le pivot peut couper Pépère aussi dans l'axe. Il y a tout Après, je pense ça. aussi, Ouais. il y a une question culturelle. Moi, j'ai fait un peu de centre de formation, etc. Et ça, je pense que c'est un défaut au niveau, bah, surtout en France. Quand t'es grand, ils ont vite tendance à te Mmh. cataloguer. Bah, lui, il est grand, c'est un jeune qui est grand, donc vas-y, on va le former à l'intérieur. Ouais. Enfin, je parle surtout sur la France. Et pour faire le parallèle, par exemple, sur les pays de l'Est, ce n'est pas ça du tout.
t'as beau faire 1m90 ou 2m15, le premier truc qu'ils t'apprennent à faire, c'est shooter. Moi, j'avais fait oui, c'était en espoir. On avait fait un camp l'été en Serbie, Mhm. et le coach, c'était un Serbe. Lui, il ne faisait aucune différence entre les pivots et les meneurs. Il te faisait travailler Mhm. ta gestuelle de tir, etc. Et je pense que ça, les pays comme la France, ils l'ont pas assez en fait développé, alors que les États-Unis, qui eux, par contre, ils sont sûrs de leur certitude, ils ont même sur ça, ils ont au moins réussi à s'ouvrir un peu plus dans la formation de leurs jeunes. Ils étaient plus que sur l'aspect physique, etc. Maintenant, tu vois des ailiers qui font à 2m8. Je prends par exemple Ben Simmons, il fait 2 mètres, il est meneur, Mhm. et tu en as de plus en plus des gens de ce profil-là. Donc il y a Ouais, aussi ça ouais. qui fait que indirectement le poste de pivot aussi il change parce que tu n'es pas bloqué que à savoir faire un dribble de haut panier, te retourner, faire un hook et prendre des rebonds. Bah, c'est vrai que oui, en France, ça reste encore assez cantonné, on va dire, au poste traditionnel selon ton gabarit. Bon, après, maintenant, t'as quand même comme on pourrait dire, des freaks qui commencent justement à se démarquer. Je vais prendre l'exemple purement nantérien avec Victor Wembanyama, Oui. Mhm. où lui, voilà, a quasiment 2,20 m, mais il est capable de jouer quasiment comme un ailier. Il a un Ouais. shoot qui est quand Oui, même ça, très la fiable. mentalité elle change tout Voilà. doucement, mais Mais ouais. ça met du temps, sur ça je suis d'accord. Mais Mhm. après, il y a des avantages et des inconvénients, on va dire, parce que pour le coup, c'est un peu en contradiction avec ce qu'on dit, parce qu'on dit que le rôle de pivot se perd, mais en parallèle, on dit quand même, ouais, mais en Non, Europe, on dit ça pas se. qu'il se perd. On dit que le pivot ancien disparaît, Hmm. mais il fait place à un nouveau type de pivot. Ouais, ok, ouais. Moi, en tout cas, moi, je le vois plus comme ça. Pour moi, le Mhm. poste de pivot ne disparaît pas. C'est juste, il y a une Il change transition juste de avec rôle un en nouveau fait. pivot. Mais par contre, il change de rôle. Mais pour moi, contrairement aux anciens postes, j'ai l'impression que le nouveau, le pivot moderne, attire un peu plus de regrets de la part des gens. Les gens sont très nostalgiques du pivot à l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? On est moins nostalgique du meneur à l'ancienne que du pivot à l'ancienne. Bah, quand tu regardes bien Vous voyez? maintenant sur les pivots actuels, avant, tu avais quand même de sacrés noms à l'intérieur. Maintenant, t'as plus énormément de noms réellement dominants. Et je pense que c'est plus sur l'aspect Mhm. domination, en fait. Parce que quand tu Ouais. regardes les pivots dominants, là, les seuls vrais pivots qui sont réellement dominants à cette heure-ci, c'est Jokic, Embiid. Après, tu as des mecs qui sont très doués, hein, des Karl Anthony Towns, par exemple, mais voilà, qui n'arrivent pas à donner des résultats. Là, Marcus Aldridge, on le met par défaut maintenant comme pivot, mais c'est un ailier dans l'âme, c'est un ailier fort dans l'âme. Oui, c'est un 4. Voilà, C'est c'est un comme, 4, c'est Oui, non, clairement. c'est comme, sûr. c'est comme Porzingis. André Drummond, franchement, je sais même pas dans quelle case le mettre, lui pour le coup. Ouais, C'est lui, un c'est 5, c'est c'est un une 5. ovni. Oui, enfin, c'est un 5, mais qui a des capacités athlétiques, comme un 4. Oui, c'est ça, tu le sens. Il Oui, cavale, oui, hein. il ressemble plus au pivot moderne qu'au pivot, à l'ancien pivot, c'est sûr. C'est ça, tu Mais vois tous aussi. les pivots dominants d'aujourd'hui sont des pivots modernes. Il y a plus de pivots à l'ancienne. Quand je dis pivot à l'ancienne, c'est rester au poste bas, ne pas s'écarter, avoir beaucoup de fondamentaux tels un Al Jefferson. C'est pour ça que je dis Al Jefferson, c'était pour moi le dernier pivot à l'ancienne en NBA. Donc oui, et moi en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est ce style de joueur comme Al Jefferson et tous les pivots qu'il y a eu avant, qui étaient bons, qui ont été plus dominants que Al Jefferson, il n'existe plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens sont peut-être nostalgiques du fait qu'il n'y ait plus ce genre de pivot. Bah, le seul qui a une vraie encore dimension physique en soi, c'est Embiid en fait. Alors après, je pense que ça fait partie aussi de Oui, la, c'est le de seul. la philosophie des Sixers, c'est qu'il lui laisse un peu carte blanche. Mais franchement, tu mets Embiid euh, tamponné à l'intérieur. Pour moi, il a encore de plus grosses moyennes. Et je Ah Oui, pense oui, que c'est clairement, sûr. clairement, clairement. et pour moi, la course au MVP, elle se discute même plus. Mais clairement, Embiid, au début, il ne jouait qu'à l'intérieur. C'est depuis 2 saisons, c'est depuis que je pense qu'il a vu Stephen Curry prendre des 3 points de partout, Depuis les etc. larmes. Il a commencé. Ah mais oui, mais vraiment, il a commencé. Il y a une saison, il prenait genre, il shootait pas mal de fois à 3 points. Genre là, il s'est un peu calmé, mais il y a 2 saisons, je crois qu'il shootait peut-être 4 ou 5 fois par match à 3 points. J'ai pas envie de dire de bêtises, je vérifie rapidement, mais il shootait, ouais, il y a 200, il shootait 4 fois à 3 points. Mm. Là, il s'est calmé. Maintenant, il shoot uniquement 2,9 fois. Donc, il s'est un peu calmé.
Mais ouais, Embiid, il a les qualités d'un pivot à l'ancienne, ça c'est sûr, mais il essaye, en tout cas aujourd'hui, il essaye de se muer en pivot moderne parce qu'on lui impose aussi ça. Ouais, c'est sûr. Après, il a le talent nécessaire aussi, c'est pour ça. Hmm. Mais Oui, il a après, le je talent pense que nécessaire, voilà. ouais, après, le truc, c'est que sur les pivots à l'ancienne, le problème qui se pose, en fait, c'est que souvent, les profils qui sont souvent bons offensivement, ça, il y en a encore, mais qui sont tellement des trous défensifs pour leur équipe qu'à un moment donné, ça passe Carl plus. Anthony J'ai un Towns, exemple en tête. Towns, Ouais, Towns notamment. Et moi, l'exemple le plus criant, c'est Jael Okafor. Okafor, franchement, poste bas, j'ai il est rarement fort vu un poste mec bas. aussi talentueux, hein. Franchement, il bousille, il a une palette de moves, il bousille. Mais ce mec-là, il peut pas s'imposer dans une rotation parce que défensivement, c'est un feignant et il ne fait pas les efforts, il ne saute pas pour les rebonds. Et Ouais, il est t'as pas quand même assez. pas mal de profs. T'as dit quoi? Non, et aussi il est pas incapable de faire ses allers-retours qu'on demande au pivot moderne. Ouais, il y a ça. Après, quand il s'est affiné, là, il y a une période, il s'était affiné quand il était à New Orleans, je crois. Hmm. Mais tu sais, c'est Mhm. sur la durée, ça peut pas tenir. Sur la durée, ça peut pas tenir. Donc aujourd'hui, t'as quoi? T'as deux styles de pivot. Style Gobert, Capella, à qui tu vas pas demander de mettre 20, 25 points, même s'ils en sont capables, mais qui peuvent Mhm. enchaîner des tours, switcher sur des écrans pour pouvoir Ouais, gêner les drives, etc. et être très archi important ce mobile. que tu viens de dire. Ouais. Et Parce- sinon, bah, t'as les profils, comme on a dit, à la Jokic, Draymond Green ou Embiid, qui sont capables de faire plusieurs choses sur le terrain. Ouais. Clairement, clairement. Bah, juste pour conclure ce podcast, est-ce que vous, les gars, vous êtes, bon, je vais dire ça vulgairement, est-ce que vous êtes verts de, de voir que maintenant, on a des nouveaux pivots enfin, on a un pivot moderne qui ne, qui est devenu un peu averse à la peinture lorsqu'il s'agit d'attaquer, qui se met plutôt en périphérie, qui shoot à 3 points, qui fait des passes, qui participe qui peut être créateur, qui peut participer au playmaking de l'équipe. Est-ce que vous préférez ce pivot-là ou vous préférez le pivot à l'ancienne, celui où le style des Shaq, des Karim Abdul-Jabbar, des Bill Russell, des personnes qui est dans la peinture, c'était vraiment leur maison et c'était les mecs et c'était eux qui commandaient la maison. Ah, Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas de regrets pour ma part parce que moi, en tout cas, à titre personnel, je sais que j'ai travaillé mon shoot ces dernières années et tu, en fait, au final, tu prends beaucoup plus de plaisir parce que l'évolution, comme on l'a dit, l'évolution du jeu fait qu'on peut pas te donner la balle poste bas constamment. Après, les mecs, ils trappent, ils s'adaptent, etc. Donc, le Mhm. jeu, il est haché. Alors que si tu bosses, tu travailles ton shoot, tu travailles un minimum tous tes dribbles, etc., bah, tu participes beaucoup, tu touches un peu plus le ballon et tu prends du plaisir. Après, pour moi, c'est une question de comment un mec qui joue à ce poste-là, comment il se positionne sur ce qu'il veut faire sur un terrain. Soit tu bosses et que du coup tu te donnes des armes supplémentaires pour pouvoir jouer et être utile, tout en restant quand même sur les bases qu'un pivot doit faire, c'est-à-dire du dissuasion, rebond, etc. Bah, soit tu te contentes de pas avoir de move et dans ce cas-là, moi je pense que tu prends pas de plaisir en fait quand tu joues. Moi en tout cas c'est mon positionnement sur cette question-là. Bah après, ouais, t'as une question aussi, je pense, un peu ouais, juste avoir un peu de cerveau, en fait. C'est Oui, surtout c'est ça. ça. C'est Ouais, surtout surtout. ça. De reconnaître ce dont tu es capable de faire à l'intérieur. Et après, en effet, si tu es capable de développer des aptitudes qui ne sont pas forcément complètement liées à ton poste, c'est sûr que c'est clairement un bonus. Après, il faut juste savoir en faire, voilà, il faut juste Bon savoir usage. les utiliser à bon escient. Parce que maintenant, Exactement. les pivots qui se prennent pour des ailiers, voire des arrières, ça va, quoi. Laissez-nous nos tickets shoot à l'extérieur, bordel. Mais, euh, mais ouais, bah moi je serais pas contre quand même de retourner un peu aux fondamentaux. Alors après que les pivots évoluent et comme je disais donc en est et des aptitudes autres à ajouter à leur bagage, moi ça me va très bien. Il y a aucun souci. D'ailleurs un pivot qu'on n'a pas réellement mentionné non plus dans les années 2000, un qui se démarquait quand même plutôt pas mal de ce point de vue là, c'était Zydrunas Ilgauskas. Le mec il faisait plus de 2 mètres 20 ,
mais le gars avait quand même un petit shoot à l'extérieur, mais sans en abuser, parce qu'il il utilisait quand même la plupart du temps. Et Yao Ming aussi. Et Yao Ming en plus, oui, alors, comment ne pas le mentionner. Ce sont des gars qui ont quand même gardé leurs fondamentaux de vrais pivots, donc de rentrer vraiment à l'intérieur, d'avoir quelques moves, et d'être capable, quand il le fallait, et là c'est sur ça que j'insiste bien, vraiment à bon escient, sans aller vraiment dans l'excès, d'avoir justement des éclats à longue distance. Et ouais, moi je trouve que ça manque quand même encore un petit peu de ça. C'est que maintenant, on est trop dans là, moi j'ai l'excès. une question. Ouais. Tu prends un mec comme Marjanovic, qui mesure plus de 2,20 m, qui est quand même physiquement, qui est quand même présent, qui sur des courtes séquences qui montrent quand même qu'il peut peser sur une défense. Comment t'expliques que ce genre de profil-là, ou même des Tacofad, etc., ils n'arrivent pas à s'imposer en NBA? Parce qu'ils ne rentrent pas dans des philosophies d'équipe, je pense. C'est que ça pour toi le problème? Ils sont pas assez mobiles. Non, mais peut-être aussi c'est parce qu'ils sont pas assez mobiles. Ils sont pas assez mobiles pour. Non, Marjanovic, il peut peut-être pas assez. Alors moi je te dis, Marjanovic, tu le mets dans les années 2000, il domine. Hein. Moi, je suis quasi certain. Oui, parce mais que, on parle de la NBA d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Justement, c'est là où je veux en venir. C'est que dans la NBA actuelle, en effet, alors on va dire dans 25, entre 20 et 25 des 30 équipes qui évoluent actuellement, pour moi, il rentre quasiment dans aucune des équipes parce qu'en effet, il a des mains de fait, hein, en plus. C'est ça le pire dans l'histoire. Ouais. Et en effet, c'est que le gars, il va tenir physiquement sur quelques séquences. Ça va pas être des gros temps de jeu à chaque fois. Et parce que lui, il a besoin, en effet, c'est pas un joueur déjà qui va jouer énormément en transition. Il a besoin d'arriver plutôt sur un second temps en se posant bien en trois quarts, soit short corner ou voire en tête de raquette éventuellement, mais qui a vraiment besoin de se planter les pieds au sol, de prendre clairement sa position pour avoir le ballon. C'est pas quelqu'un, malheureusement. Alors après, je pense qu'il y a aussi les effets peut-être d'un manque de motricité vis-à-vis de sa taille, etc., qui font que. Mais oui, c'est pas quelqu'un, tu vas pas pouvoir le mettre à la place. Je vais te prendre, je sais pas, d'un Javal McGee par exemple. Javal McGee, lui, est complètement capable de prendre un ballon en pleine course, d'aller enchaîner un dribble. Voilà, il est capable de faire des choses qu'un ailier peut faire, alors que Marjanovic, pour le coup, non. Et malheureusement, il ne rentre plus dans une philosophie, dans un style de jeu qui est notamment la NBA de nos jours. Alors en plus, quand tu passes par des équipes comme Dallas, où ça court quand même pas mal, ça shoot énormément à l'extérieur, les Clippers, ça a été pareil. Bon, voilà, malheureusement pour moi c'est un excellent pivot, mais qui est pas forcément arrivé à la meilleure des époques. Après, il y a juste aussi pour finir, il y a ça, il y a tout ce que tu évoques, et je pense aussi que au niveau technique intérieur, il y a quand même eu une baisse du niveau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des mecs comme Shaq, Pat Ewing, etc. Au premier abord, on a l'impression que c'est des bêtes physiques, etc. Mais techniquement, ils étaient quand même très très forts à leur poste. Et ça aussi, je pense que c'est au-delà. On a beaucoup parlé de physique et d'évolution du jeu, mais je pense qu'au niveau technique, quand même, on a perdu beaucoup de niveaux. Mais c'est l'évolution du jeu qui fait qu'on n'a plus besoin de développer ce que tu parles. Parce que chez Kevin, on le voit comme ça, mais il avait un footwork incroyable. Hein. Il avait un footwork de fou. Vraiment, pour sa taille, sa mobilité, la façon dont il bougeait, ses jambes, la coordination qu'il avait entre ses deux jambes, vraiment incroyable. Mais voilà, mais en tout cas, moi, pour revenir un peu sur cette conclusion, pour moi, bon, il n'y a pas vraiment c'est pas une question il y a ce pivot qui est meilleur que l'autre, il faut revenir à l'ancien pivot, etc. Moi, par contre, juste le truc que je trouve regrettable, c'est le manque de diversité de pivots qu'on a aujourd'hui. C'est tout le monde, on veut tous le pivot moderne. Il y a une standardisation de toutes les équipes du poste de pivot, et ça, c'est regrettable pour la variété de pivots qu'on peut avoir. Je pense que ce sera une bonne question à poser à nos auditeurs. Vous, qu'est-ce que vous pensez du poste de pivot maintenant ?